En lavant les vêtements de mon mari, j'ai trouvé une facture d'un grand hôtel à Deauville pour une chambre double, alors qu'il m'avait juré être en formation à Strasbourg. Je n'ai rien dit. J'ai simplement glissé un petit traceur GPS dans la doublure de sa veste préférée, celle qu'il portait pour ses réunions importantes. Ce qui s'est passé 3 semaines plus tard a fini par la gendarmerie devant ma porte un dimanche matin. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-moi en commentaire de quelle ville ou de quel pays vous écoutez cette histoire. Cela me touche toujours de savoir jusqu'où voyagent nos récits. Je m'appelle Hortense. J'ai 64 ans. Pendant 38 ans, j'ai été infirmière libérale dans un petit village de la Drôme près de Crest. Je faisais mes tournées à 6 heures du matin, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige sur les routes glissantes des collines. J'ai vu naître des enfants qui sont aujourd'hui grands-parents. J'ai tenu la main de mourants dont les familles m'envoyaient encore des cartes de Noël 20 ans après. Mon mari, lui, s'appelait Philippe. Il était comptable dans une coopérative agricole à Valence. Toute sa vie, il a porté la même chemise bleu pâle, le même costume gris, la même cravate ennuyeuse. Il rentrait à 10 à 9 heures précises, mangeait sa soupe, regardait le journal de 20 heures et se couchait à 22h30. 41 ans de mariage. 41 ans de cette routine que je croyais être notre force. Ce soir-là, un mardi de mars, je triais le linge dans la buanderie. Philippe était sous la douche en haut. Il fredonnait. Je me souviens de ça parce que ça m'avait frappé, il ne fredonnait jamais, mon mari. C'était un homme silencieux, presque taciturne. Je vidais ses poches comme je le fais toujours, parce qu'une fois, dans les premières années de notre mariage, j'avais lavé un chèque de salaire entier et il avait fallu 3 semaines pour récupérer l'argent. Depuis, je vérifie. Toujours. Dans la poche intérieure de son blouson en dème, celui qu'il avait acheté l'année d'avant chez un magasin de Lyon, un blouson que je trouvais d'ailleurs trop jeune pour lui, trop voyant. Mes doigts ont touché un morceau de papier glacé. Je l'ai sorti. Une facture. Hôtel Normandie-Barrière à Deauville. Chambre double, 2 nuits, vue mer. 680 €. Petit déjeuner pour 2 personnes. Dîner au restaurant gastronomique de l'hôtel le samedi soir. 320 €. Une bouteille de pouilly fumée. 2 menus dégustation. Je suis restée debout dans la buanderie, la facture entre les doigts, la machine qui tournait derrière moi. Je n'arrivais plus à respirer correctement. Deauville. Ce week-end-là, Philippe m'avait dit qu'il partait en formation à Strasbourg, organisée par la coopérative. Une formation sur les nouvelles normes comptables européennes, qu'il m'avait dit. Il m'avait même montré un mail d'inscription sur son téléphone. Il était rentré le dimanche soir, fatigué, prétendument vidé par 2 jours de séminaire intensif. J'ai entendu l'eau s'arrêter en haut. Mon cœur battait si fort que je l'entendais jusque dans mes oreilles. J'ai remis la facture dans la poche, exactement comme je l'avais trouvée, pliée dans le même sens. Je suis remontée à la cuisine, j'ai mis la bouilloire en marche, je me suis fait une tisane à la verveine et je me suis assise devant la fenêtre qui donne sur le jardin. Les iris commençaient à sortir. Je les ai regardés comme si je les voyais pour la première fois. Philippe est descendu en pyjama, les cheveux mouillés. « Tu te couches, ma chérie ?» Il m'a embrassée sur le front comme tous les soirs. 41 ans qu'il m'embrasse sur le front. Et ce soir-là, j'ai senti ses lèvres comme on sent un fer chaud. « Je finis ma tisane », j'ai répondu. Ma voix était parfaitement normale. C'est là, à cet instant précis, que j'ai su quelque chose sur moi-même que je n'avais jamais soupçonné. J'étais capable de mentir aussi bien que lui. Le lendemain matin, après ma tournée, j'avais encore 2 patientes en soins palliatifs et un monsieur diabétique à piquer. Je suis passée à la maison de la presse de Crest. J'ai acheté un petit carnet à spirale avec une couverture noire, discret. Le genre de carnet qu'on glisse dans un sac sans qu'il attire l'œil. Sur la première page, j'ai écrit la date, l'heure et ce que j'avais trouvé. Hôtel Normandie. 2 personnes. Vue mer. J'ai photographié la facture le soir, même quand Philippe regardait son journal, en faisant semblant d'aller chercher mon châle dans la chambre. J'ai tout sauvegardé dans un dossier sur mon téléphone que j'ai nommé « Recette de tarte aux pommes ». Personne ne va fouiller dans ça. Pendant les 3 semaines suivantes, j'ai été l'épouse parfaite que j'avais toujours été. Je lui préparais son café noir le matin, 2 sucres, comme depuis 41 ans. Je lavais ses chemises, je les repassais, je les pliais dans son armoire. Je l'écoutais raconter ses journées au bureau avec cette attention polie que les femmes développent au fil des années de mariage. Mais à l'intérieur, j'observais, je notais, tout. J'ai remarqué qu'il avait commencé à prendre son téléphone aux toilettes.
Avant, il le laissait sur la table du salon, à côté du fauteuil. Maintenant, il le gardait toujours sur lui. Quand il sortait de la pièce, il l'emportait. Quand il prenait sa douche, le téléphone l'accompagnait sur le rebord du lavabo. J'ai remarqué aussi qu'il portait une eau de toilette nouvelle. Une chose verte, fraîche, qui ne lui ressemblait pas. Quand je lui ai posé la question l'air de rien, il a dit que c'était un échantillon offert par une cliente de la coopérative. Une cliente. À 66 ans, mon mari recevait des échantillons de parfums de la part de clientes. Le pire, c'est qu'il commençait à acheter des choses pour lui. Une nouvelle paire de mocassins en cuir italien. Un pull en cachemire bleu marine qu'il avait soi-disant trouvé en solde. Un rasoir électrique dernier cri. Et il avait pris rendez-vous chez le coiffeur de Valence, plus chez son barbier habituel du village. Il s'était fait teindre les tempes. Il croyait que je ne le voyais pas. Mais une infirmière voit tout. C'est notre métier de voir ce que les autres veulent cacher. J'ai pensé d'abord à parler à ma sœur Margot qui vit à Romans. Et puis je me suis dit non. Si je parle, je vais pleurer. Et si je pleure, je vais m'effondrer. Et si je m'effondre, je vais le confronter. Et si je le confronte, il niera, il pleurera lui aussi. Il me dira que ce n'est rien, qu'il regrette, que c'est une bêtise de vieux con, et je lui pardonnerai. Parce que j'ai toujours pardonné. Parce qu'on m'a élevé comme ça, à pardonner. Et pour la première fois de ma vie, à 64 ans, j'ai décidé que je ne voulais pas pardonner. Je voulais comprendre, je voulais voir, je voulais savoir qui. C'est ma vieille amie Bénédicte, que je connais depuis l'école d'infirmière à Grenoble, qui m'a parlé d'un détective privé. Son frère avait fait appel à lui 2 ans avant pour des histoires de garde d'enfants compliquées. Il s'appelle Monsieur Vaucher, il est discret, il est sérieux et il ne juge pas. Je l'ai appelé un mardi à 10h, depuis ma voiture, garée sur le parking de l'hypermarché de Valence, pour que personne au village ne me voie. Il m'a reçu le surlendemain dans son bureau, au-dessus d'une pharmacie près de la gare. Un homme d'une 50aine d'années, lunettes rondes, voix posée. Il m'a écouté sans m'interrompre pendant 20 minutes. Quand j'ai eu fini, il a hoché la tête. « Madame, je vais commencer par installer un traceur sur la voiture de votre mari avec votre autorisation puisque le véhicule est au nom du couple. Et je vais le suivre les 2 prochains week-ends. Je vous donnerai un premier rapport dans 10 jours. 1 200 €. C'est ce que ça m'a coûté pour les 2 premières semaines. J'ai payé en liquide, en retirant l'argent petit à petit pendant mes courses pour que ça ne se voie pas sur les relevés bancaires. Le dimanche soir, 10 jours plus tard, Monsieur Vaucher m'a envoyé un mail crypté. J'ai attendu que Philippe soit endormi, je suis descendue dans la cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable sur la table, j'ai mis mes lunettes. Et j'ai regardé. Sur la première photo, mon mari sortait d'un restaurant à Avignon, le samedi midi. Il tenait la porte galamment à une femme. Elle était plus jeune que moi, beaucoup plus jeune. Cheveux blonds coupés au carré, un trench beige, un sac à main en cuir verni. La trentaine peut être 40 ans tout au plus. Sur la deuxième photo, ils marchaient main dans la main sur le pont d'Avignon. Sur la troisième, ils s'embrassaient. Un baiser long, lent, le genre de baiser qu'on échange quand on est en vacances et qu'on est sûr que personne ne va vous reconnaître. J'ai zoomé sur le visage de la femme et j'ai senti tout mon corps se vider. C'était Élodie, la fille de Bénédicte, ma filleule. La filleule que j'avais portée sur les fonds baptismaux 36 ans plus tôt à l'église Saint-Sauveur de Crest. La petite fille à qui j'avais offert son premier vélo. La jeune femme à qui j'avais appris à faire des crêpes quand elle venait passer ses étés chez nous parce que ses parents travaillaient trop. La filleule qui était venue à mes 60 ans, qui m'avait offert un foulard en soie d'Hermès en disant « Tante Hortense, tu es ma deuxième mère. » Ma deuxième mère? Je suis restée devant l'écran je ne sais pas combien de temps. 1 heure peut être. La cuisine était silencieuse. J'entendais le robinet qui gouttait dans l'évier, ce robinet que Philippe me promettait depuis 3 ans de réparer. Je n'ai pas pleuré. Pas une larme. C'était comme si on avait débranché quelque chose en moi. Le lendemain, j'ai rappelé Monsieur Vaucher. Je lui ai demandé d'aller plus loin. Je voulais des enregistrements. Je voulais savoir ce qu'il se disait. Je voulais savoir s'il y avait de l'argent en jeu, parce que je connaissais mon mari et je savais que Philippe n'aurait jamais quitté la sécurité de notre couple pour une simple aventure. Il y avait forcément autre chose. 1 semaine plus tard, le rapport est tombé. Élodie avait monté une petite société de conseil en gestion patrimoniale 2 ans avant. Elle avait besoin de capital pour s'étendre. Et Philippe, mon mari, avait commencé à transférer de l'argent depuis nos comptes d'épargne, notre épargne de retraite,
celle qu'on avait mise de côté pendant 40 ans pour les voyages qu'on devait faire ensemble une fois à la retraite sur le compte de la société d'Élodie, 72 000 € déjà partis en 4 virements. Sous le motif « prêt familial à investisseurs », et il prévoyait, d'après l'enregistrement audio que M. Vaucher avait capté dans le parking d'un hôtel de Montélimar, de mettre en vente notre maison de campagne, celle qu'on avait héritée de ma mère à Mirmande. Sa voix sur l'enregistrement disait « Une fois la grange vendue, on aura largement de quoi monter le bureau de Lyon. Hortense, elle signe tout ce que je lui donne à signer. Elle a toujours fait comme ça. Elle signe tout ce que je lui donne à signer. » C'est cette phrase, plus que les baisers, plus que l'hôtel à Deauville, plus que la facture du restaurant gastronomique, plus que ma filleule qu'il tenait par la taille, c'est cette phrase qui a tout fait basculer en moi. Parce qu'il avait raison. J'avais signé. Pendant 41 ans, j'avais signé tout ce qu'il me mettait sous le nez. Procuration, déclaration fiscale, contrat, assurance. J'avais signé parce que c'était lui le comptable, lui qui s'occupait des chiffres et que moi, je ne voulais pas m'embêter avec ça après mes tournées de 12 heures. J'ai pris rendez-vous le lendemain matin avec un notaire, pas à Crest, pas à Valence, à Lyon, anonymement, sous le nom de jeune fille de ma mère, Maître Cazeneuve. Une femme, la cinquantaine, une voix sèche et compétente. Je lui ai apporté toutes mes preuves dans une chemise cartonnée. Les photos, l'enregistrement, les relevés bancaires que j'avais récupérés, en demandant un historique à la banque sous prétexte que je préparais notre déclaration fiscale. Elle a tout regardé. Elle a hoché la tête. « Madame, votre mari a commis un détournement de biens communs. » C'est très clair. Vous pouvez engager une procédure de divorce pour faute, demander le gel immédiat des comptes joints et exiger le remboursement intégral des sommes détournées. La société de mademoiselle Élodie peut aussi être inquiétée pour recel. Je l'ai écouté. J'ai pris des notes dans mon petit carnet noir, et puis je lui ai dit « Maître, je vais faire tout ça, mais je veux faire les choses dans un ordre précis. Je veux qu'il sache, lui, et qu'elle sache, elle, ce que ça fait d'être trahi en public. » Maître Cazeneuve m'a regardé par-dessus ses lunettes. Elle a dit doucement « Madame, je ne peux pas vous conseiller dans ce sens-là, mais je comprends. Je suis rentrée à la maison ce soir-là. J'ai préparé le poulet au citron que Philippe adore. J'ai mis la nappe blanche. J'ai allumé des bougies. Il est rentré. Il a souri en voyant la table. « Qu'est-ce qu'on fête, ma chérie ?» J'ai dit. « Rien. J'avais juste envie. » J'ai passé les 3 semaines suivantes à préparer minutieusement ce qui devait arriver. D'abord, j'ai parlé à ma sœur Margot. Pas tout. Juste l'essentiel. Elle a pleuré, mais elle a tenu parole. Elle ne dirait rien à personne. Ensuite, j'ai pris contact avec mon fils, Étienne, qui vit à Bordeaux et qui est avocat en droit des affaires. Il ne supportait pas Philippe depuis l'adolescence, sans que je sache vraiment pourquoi. Quand je lui ai raconté, il y a eu un long silence au téléphone. Puis il a dit « Maman, je viens ». Étienne est venu un vendredi soir, discrètement, en disant à Philippe qu'il était de passage pour un dossier à Lyon. Pendant 2 jours, on a tout organisé. Étienne a contacté la banque, a fait préparer le blocage des comptes pour qu'il soit effectif dès le lundi matin à 9 heures précises. Il a contacté Maître Cazeneuve. Il a préparé le dépôt de plainte pour abus de confiance et détournement de biens communs. Puis, on a invité du monde. C'était l'anniversaire de Bénédicte, ma vieille amie, la mère d'Élodie, le samedi suivant. 65 ans. Elle organisait un grand déjeuner dans son jardin à Crest, comme elle le fait tous les 5 ans pour les chiffres ronds. Toute la famille élargie venait. Les voisins du village. Mes anciens collègues du cabinet médical. Le maire et sa femme. Et bien sûr, Philippe et moi, qui étions parmi ses plus vieux amis. Et bien sûr, Élodie, sa fille adorée. Sa filleule. Ma filleule. Le matin du déjeuner, j'ai mis ma plus belle robe. Une robe bleu pétrole en jersey que Philippe m'avait offerte pour notre 40e anniversaire de mariage, justement. Mes perles. Mon foulard d'Hermès offert par Élodie pour mes 60 ans. J'ai même mis du rouge à lèvres. Ce que je ne faisais plus depuis des années. Philippe m'a regardé. Il a dit « Tu es très belle, ma chérie. » J'ai répondu « Merci, Philippe. Aujourd'hui, je voulais être belle. » On est arrivé chez Bénédicte vers midi. Le jardin était plein de monde. Élodie était là, en robe blanche, rayonnante, à embrasser tout le monde. Quand elle m'a vue, elle est venue vers moi en souriant largement. « Tante Hortense !» Elle m'a serrée dans ses bras. Je l'ai serrée à mon tour. Je sentais son parfum. Le même parfum frais et vert que celui que portait Philippe depuis 3 mois.
Bien sûr, c'était son parfum à elle qu'il portait sur lui. Le déjeuner a commencé. Apéritif, champagne, vouvray, toasts au foie gras de canard maison. Bénédicte avait fait les choses en grand. Vers 13h30, on est passé à table une longue tablée en nu, sous une pergola couverte de glycine. J'ai été placée à côté de Philippe, en face de Bénédicte et d'Élodie. Le destin a parfois un sens de l'ironie cruel et précis. Les entrées sont arrivées. Salade de homard, terrine de campagne, œufs mimosa pour les enfants. On a porté un toast à Bénédicte. Discours touchant de son mari Jean-Michel. Applaudissements. Élodie a pris la parole pour parler de sa mère avec des trémolos dans la voix. Tout le monde était attendri. C'est à ce moment-là que je me suis levée, mon verre de Vouvray à la main. Si vous me permettez, j'aimerais dire quelques mots aussi. Bénédicte, ma chère amie depuis 50 ans, je voulais te remercier pour cette belle journée et profiter de ce que toute la famille soit réunie pour partager quelque chose qui me tient à cœur depuis quelques semaines. Il y a eu un silence poli, intéressé. Les gens souriaient. Philippe a posé sa main sur mon bras en signe de tendresse publique. Je l'ai laissé faire. Étienne, à l'autre bout de la table, m'a fait un imperceptible signe de tête. Il était prêt. Voilà. J'ai préparé un petit cadeau pour Bénédicte, un album souvenir de notre amitié, mais en réalité, j'ai préparé 2 albums aujourd'hui. J'ai sorti 2 enveloppes en craft de mon sac. La première, je l'ai tendue à Bénédicte par-dessus la table. Voilà le tien, ma chère amie. Elle l'a prise en souriant, émue. Elle l'a ouverte. À l'intérieur, des photos de nous 2 à 10, à 8 ans, à 30, à 50, des souvenirs, des vrais. Elle a porté la main à son cœur. Elle avait les larmes aux yeux. Et celui-ci, j'ai dit en sortant la 2e enveloppe, et pour ma filleule chérie, Élodie, et pour mon mari, Philippe. Parce qu'ils sont devenus si proches ces derniers mois que je trouvais juste qu'ils aient leur album à eux aussi. J'ai posé la 2e enveloppe au milieu de la table. Le silence a changé de nature. Quelqu'un a rigolé doucement, croyant à une plaisanterie. Bénédicte m'a regardé, perplexe. Philippe avait pâli d'un coup. Élodie regardait l'enveloppe comme si c'était un serpent. « Vas-y, ouvre, ma chérie !» J'ai dit à Élodie d'une voix douce. « Ouvre-la !» Personne n'a bougé. Alors Étienne s'est levé. Il a fait le tour de la table. Il a pris l'enveloppe. Il a sorti les photos une par une et il les a posées sur la nappe blanche, au milieu des assiettes, au milieu des verres, au milieu des bouquets de pivoine de Bénédicte. La photo du restaurant à Avignon. La photo du pont d'Avignon main dans la main. La photo du baiser. La photo de l'hôtel à Deauville, la photo de l'hôtel à Montélimar, les relevés bancaires des virements à la société d'Élodie, la photocopie de la procuration que Philippe préparait pour vendre la maison de Mirmande. Bénédicte a poussé un cri étouffé. Jean-Michel s'est levé d'un coup, faisant tomber sa chaise. La femme du maire a porté la main à sa bouche. Élodie est devenue blanche comme la nappe. Philippe, à côté de moi, ne bougeait plus. Il fixait les photos comme si elles n'existaient pas. « Hortense !» a-t-il murmuré. Hortense, ce n'est pas ce que tu crois. Je l'ai regardé. Pour la première fois depuis 3 mois, j'ai vraiment regardé mon mari. Cet homme avec qui j'avais partagé mon lit pendant 41 ans. Et j'ai dit très calmement, « Philippe, lundi matin à 9h, nos comptes communs seront gelés. Mon avocat a déposé une demande de divorce pour faute hier après-midi. Maître Cazeneuve à Lyon, tu peux la joindre lundi. Et toi, Élodie, ma chère filleule, j'espère que tu as les moyens de rembourser les 72 000 € que tu as encaissés. Parce qu'une plainte pour recel sera déposée mardi matin à la gendarmerie de Crest. » C'est là qu'Élodie a craqué. Elle s'est levée en hurlant, en pleurant, en criant qu'elle m'aimait, qu'elle n'avait pas voulu, qu'elle ne savait pas, que c'était Philippe qui avait insisté. Sa mère Bénédicte s'est levée à son tour et l'a giflé. En public, devant tout le monde. Une gifle sèche, plate, qui a résonné jusque sous la glycine. « Tu as couché avec le mari de ta marraine, Élodie ? Tu as volé l'argent d'Hortense ? Tu as fait ça ? À nous ?» Le jardin était devenu un théâtre. Les gens étaient debout. Certains regardaient leur téléphone, ne sachant pas où se mettre. La femme du maire pleurait, je ne sais pas pourquoi. Le mari de Bénédicte regardait Philippe avec une rage que je ne lui avais jamais vue. Je suis sortie du jardin tranquillement, mon foulard d'Hermès autour du cou. Étienne m'a suivi. On a marché jusqu'à ma voiture, garée plus loin dans la rue. J'ai entendu Philippe crier mon nom derrière moi. « Hortense ! Hortense, attends !» Je ne me suis pas retournée. Le lendemain matin, dimanche, à 9h30, 2 gendarmes ont sonné à ma porte.
Philippe avait passé la nuit à essayer de joindre Élodie, qui ne répondait plus, et il avait fini par faire un esclandre à minuit devant chez ses parents. Bénédicte avait porté plainte pour tapage et menaces. Quand les gendarmes sont venus chez moi, c'était pour m'interroger comme épouse de Philippe sur sa stabilité mentale. J'ai répondu calmement. Je leur ai tout dit. Le détective, les virements, l'enregistrement, les hôtels. J'ai sorti mon petit carnet noir. Tout y était noté. Date, heure, lieu, montant. Les gendarmes m'ont remercié. Ils sont repartis. Le lundi matin, à 9 heures précises, comme prévu, les comptes ont été gelés. Philippe l'a appris à 10h15 en essayant de retirer 1 000 € au distributeur. Il m'a appelé 32 fois ce jour-là. Je n'ai pas répondu. Mardi matin, la plainte pour recel a été déposée contre Élodie. Mercredi, la coopérative agricole, prévenue par je ne sais qui je soupçonne le mari de Bénédicte, qui jouait au golf avec le directeur, a convoqué Philippe et lui a proposé une retraite anticipée. Ce qui voulait dire démission immédiate. En 3 semaines, il avait tout perdu. Sa maîtresse, son argent, son emploi, sa femme, sa réputation dans le village. Élodie a dû fermer sa société pour rembourser. Sa mère ne lui parle plus. Elle est partie vivre à Marseille, paraît-il. Philippe loue maintenant un petit studio à Valence. Il m'a écrit une lettre manuscrite sur un papier à carreaux. Il me dit qu'il a compris, qu'il regrette, qu'il s'est conduit comme un imbécile, qu'il était en pleine crise, qu'il avait peur de vieillir, qu'il a perdu la tête. Il me demande pardon. Il me dit qu'il m'a toujours aimé, lui, au fond. J'ai lu la lettre une fois. Je l'ai pliée. Je l'ai mise dans le tiroir du buffet, avec les vieilles factures d'électricité. Je ne lui ai jamais répondu. Parce que je sais, et ça, c'est ma sœur Margot, qui m'a aidé à le voir clairement, que Philippe ne regrette pas ce qu'il a fait. Philippe regrette de s'être fait prendre. Il regrette d'avoir tout perdu. Il regrette d'être seul à 66 ans dans un studio à Valence, avec une plaque chauffante et un canapé-lit. Mais s'il n'avait pas été pris, il continuerait. Il vendrait la maison de Mirmande en ce moment même. Il ferait signer de nouveaux papiers à la pauvre Hortense, qui signe tout ce qu'on lui met sous le nez. Sauf que la pauvre Hortense, finalement, ne signait pas tout. Aujourd'hui, je vis seule dans notre maison de Crest. Mon fils Étienne vient me voir 1 fois par mois. Ma sœur Margot passe le mercredi. Je continue mes tournées. J'ai repoussé ma vraie retraite d'1 an, parce que mes patients comptent sur moi et parce que sortir tous les matins à 6 heures, ça me tient debout. La maison de Mirmande, je l'ai gardée. J'y vais le dimanche parfois, m'occuper du jardin de ma mère. Je plante des tomates anciennes. J'écoute la radio. Je me suis inscrite à un atelier d'aquarelle au foyer rural de Crest. Je n'ai aucun talent, mais j'aime ça. J'aime être avec des femmes de mon âge qui rient bruyamment et qui parlent fort. J'ai pris un voyage en septembre, seule, en Toscane, 15 jours. C'est le voyage qu'on devait faire avec Philippe pour notre 45e anniversaire de mariage. Je l'ai fait à 42, sans lui. Cette histoire est inspirée de faits réels mais romancés. Les noms, les lieux et certains détails ont été modifiés pour protéger les personnes concernées. Je ne raconte pas tout cela pour juger, mais avec l'espoir qu'une femme quelque part, en m'écoutant, se reconnaîtra et trouvera le courage que je n'ai trouvé qu'à 64 ans. Combien d'épouses, combien de mères, combien de grand-mères continuent de signer en silence ce qu'on leur met sous le nez. Si cette histoire vous a touché, dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait à ma place. Et n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Elle raconte une histoire que beaucoup d'entre vous m'ont demandé, et croyez-moi, le retournement final va vous surprendre. Aujourd'hui, quand je repense à tout ce qui s'est passé, je me dis qu'il y a une chose que Philippe n'avait pas comprise. Il croyait que ma douceur était une faiblesse. Il croyait que mon silence après 38 ans de tournée d'infirmière voulait dire que j'étais devenue molle, fatiguée, prête à signer n'importe quoi. Il s'est trompé. Le silence d'une femme qui réfléchit n'a jamais été un silence d'accord. C'est un silence qui mesure, qui observe, qui prépare. Si j'avais hurlé le soir où j'ai trouvé cette facture de Deauville dans la poche de son blouson, j'aurais perdu. J'aurais perdu parce que j'aurais cédé à la première émotion. Et l'émotion, ça nous trahit toujours quand on est en face d'un menteur qui a eu le temps de préparer ses réponses. Si j'avais pleuré devant lui, il m'aurait consolé. Il aurait nié. Et 3 mois plus tard, la maison de Mirmande aurait été vendue, l'argent serait parti chez Élodie, et moi je continuerais à signer en croyant que c'était pour notre retraite. Ce que j'ai appris pendant ces 3 semaines de patience, c'est que l'intelligence n'est pas un don qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est une décision qu'on prend. La décision de ne pas réagir tout de suite.
La décision d'aller voir un détective au lieu de fouiller dans un téléphone qu'on ne comprend pas. La décision d'appeler son fils avocat plutôt que de pleurer dans le téléphone à minuit. À 64 ans, j'ai découvert que mon cerveau marchait encore très bien, à condition que je lui laisse le temps de marcher. Et puis il y a eu Élodie, ma filleule. Et là j'ai appris autre chose, que la trahison la plus profonde ne vient pas toujours de ceux qu'on craint, mais de ceux qu'on a nourris. J'ai porté cette petite fille sur les fonds baptismaux. Je lui ai appris à faire des crêpes. Et elle s'est servie de cette confiance comme d'une clé pour entrer dans ma vie et la dépouiller. Mais ça ne s'est pas fait toute seule. Élodie a choisi, Philippe a choisi. Chacune de leurs décisions, depuis le premier message, jusqu'au dernier virement, jusqu'au dernier baiser à Avignon, les a conduits, étape par étape, au jardin de Bénédicte ce samedi de mai où tout s'est effondré devant 50 personnes. Personne ne leur a tendu de piège. Ils ont construit eux-mêmes, pierre après pierre, le mur contre lequel ils se sont écrasés. Si j'ai un message à laisser aux femmes qui m'écoutent ce soir, c'est celui-ci. Ne confondez jamais la patience avec la résignation. Ne confondez jamais la bonté avec la naïveté. Une femme de 60 ans qui se tait n'est pas une femme qui se rend. C'est peu, être une femme qui compte, qui rassemble, qui prépare. Et le jour où elle ne parle qu'une fois.